Madame Reich, pouvez-vous nous parler un petit peu des régimes d'épargne-études? Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne? Ça fonctionne de façon, somme toute, assez simple. Et les régimes épargne-études, c'est pour prévoir les études postsecondaires de ses enfants. Donc, souvent, on pense que c'est difficile d'une façon compliquée, mais non, il s'agit d'ouvrir un régime épargne-études dans son institution financière et de prendre un numéro d'assurance sociale pour son enfant et pour soi. Habituellement, pour soi, on l'a déjà. Donc, avec l'extrait de naissance de l'enfant, on fait venir le numéro d'assurance sociale et à ce moment-là, on se présente dans une institution financière pour pouvoir regarder le prospectus. Le prospectus peut être aussi accessible sur Internet. Chaque institution financière a son prospectus pour vérifier les régimes épargne-études. Et à ce moment-là, il faut lire vraiment et décider par la suite parce que quelquefois, ça demande vraiment beaucoup d'engagement. Trop d'engagement pour une famille à revenus modestes. Il faut faire attention de ne pas prendre quelque chose qui va nous obliger à faire des paiements annuellement ou à chaque mois. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas-là? Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est d'y aller le plus simple possible. Alors, prendre le régime épargne-études et prendre un compte épargne à l'intérieur de ce régime épargne-études-là. Faut faire attention, comme je vous disais, quelquefois, il y a des frais d'ouverture. Souvent, les banques vont demander un frais d'ouverture de 50 $. Mais il existe un bon d'études canadien qui permet aux parents à faible revenu de se faire rembourser la moitié du 50 $. Donc, un 25 $. Et exactement. Ce qui fait que, bon, en partant, l'ouverture ne coûte que 25 $. Et par la suite, la personne, au premier versement, reçoit 500 $ pour ouvrir le compte. Dans le fond, c'est un cadeau d'ouverture. Ça s'adresse seulement aux familles qui ont des revenus en bas de 38 000 $. Le revenu familial. Donc, ça équivaut aux allocations familiales. OK. Il se fie sur ce même montant-là de revenu familial quand on fait les impôts. Il existe d'autres subventions aussi, la subvention canadienne pour l'épargne-études et l'incitatif québécois pour l'épargne-études. C'est des subventions aussi que le gouvernement remet et ça va toujours avec le revenu. Donc, si je suis une personne qui a un faible revenu ou modeste revenu, toujours en bas de 38 000, ils vont me donner 40 sous pour le 1 $ que j'investis. Donc, il me redonne un petit peu d'argent pour ce que je remets. Si je suis pas capable de prendre ça parce que mon revenu est vraiment modeste, alors, comme je vous disais, vous allez avec le compte épargne et vous y allez à votre rythme. D'accord. Ce qui est important, c'est de faire un budget avant pour voir quelle capacité j'ai à épargner. Il faut pas que ça soit contraignant. Il faut pas que ça vous empêche de manger ou de subvenir à vos besoins essentiels. Et c'est bien de prévoir l'avenir, mais le présent avec nos enfants est important aussi. Ils vont à l'école présentement aussi et tout. Donc, ils ont besoin de bottes, besoin de manteaux et tout. Ils ont besoin d'être bien nourris pour pouvoir être hop la vie pour aller à l'école. Donc, c'est important. Mais ça tombe tout seul dans le compte. Un coup, c'est ouvert. Je remplis le petit formulaire. Le gouvernement, si j'ai toujours mon 38 000 à chaque année en deçà, il va me mettre après ça 100 $ par année, jusqu'à temps que mon enfant ait 15 $. 15 ans, pardon. Okay. Excusez, j'ai complètement... Alors, dès qu'il est en bas de 15 ans, il met 100 $ à chaque année. Donc, au bout de ces années-là, de 15 ans, il se retrouve avec 2000 $ plus les intérêts qui ont fructifié et ça lui permet son entrée soit au cégep ou pour faire un DEP. Donc, avec un 2000 $ par exemple, on est capable facilement de payer une première session au cégep. Donc, c'est bien. Et puis, les gens peuvent peut-être donner... Qu'est-ce que vous conseillez? Donner 5 $ par semaine dans ce compte? C'est à votre rythme. Si la personne dit oui, je donne 5 $, mais qu'il arrive un pépin, ça peut être ridicule, un toit de maison, je sais pas, un enfant malade et tout, notre budget, il est débalancé, ben ce mois-là, on n'en met pas, tout simplement, puis on en remet l'autre mois, ou on en met à chaque semaine. L'important, c'est que la personne ne s'engage pas dans quelque chose qui va l'obliger à payer à chaque mois ou un montant annuel. Parce que sinon, si elle ne respecte pas cet engagement-là, quelquefois, il y a des pénalités. Okay. Et ça crée des frais à la personne au lieu de faire des économies. Donc, elle prend quelque chose de très simple, comme je vous disais, un compte épargne à l'intérieur de ça, et elle y va à son rythme. Si la personne est très rigoureuse, effectivement, 5 $ par semaine qui s'ajoutent aux subventions, ben c'est parfait. Hein, ça fait des sous supplémentaires. Oui. Mais la journée où il y a un pépin qui arrive dans la famille, qui ne peuvent pas le mettre, ben il n'y a pas de pénalité. C'est important. Donc, il existe ces trois sortes de subventions-là, mais il faut voir aussi qu'il existe aussi des régimes précis. Il y a le régime individuel, régime familial et régime collectif.
Et ce qui est important, même si on a juste un enfant, de prendre le régime familial. Pourquoi? En prévision, peut-être si on en a d'autres, ça peut faire une famille reconstituée aussi. Parce que si on a un régime familial et qu'on se sépare et qu'on fait une nouvelle famille, les enfants pourront en profiter parce qu'on peut transférer les subventions. Pas toutes les subventions, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais on peut transférer les subventions à l'autre enfant. Supposons que mon plus vieux ne va pas aux études, peut-être que le haut pourra en profiter. Donc, le régime familial, c'est l'idéal parce qu'on peut jouer avec ça, on peut transférer les montants des intérêts. Si je prends individuel, c'est juste cet enfant-là, s'il ne va pas aux études, tout retourne au gouvernement. D'accord. Donc, si un jeune quitte ses études postsecondaires après 2 sessions, qu'est-ce qui se passe? Bon, tout simplement, l'argent, mon capital, faut voir si j'ai investi. Si je suis une famille à revenus modestes et que j'ai eu droit au bon d'études canadien seulement et que par ma situation financière, malheureusement, j'ai pas réussi à épargner, ça retourne au gouvernement, tout simplement. D'accord. Si j'ai fait des économies et j'ai réussi à mettre du capital de côté, le capital me revient. Donc, j'ai le choix, si je me sens assez à l'aise pour le donner à mon enfant quand même, mais si j'en ai vraiment besoin, je l'utilise ou carrément, je le réinvestis pour ma retraite plus tard. D'accord. Donc, je suis pas pénalisée avec ça. Les intérêts, dépendamment des régimes. Alors là, c'est là qu'il faut faire attention parce que quelquefois, surtout les fonds collectifs, les intérêts vont retourner au groupe. Parce que quand je m'inscris dans un fonds collectif, c'est tout commun. Alors, ça retourne à l'année, la cohorte qu'ils appellent. Donc, tout retourne dans le même coffre des enfants. Donc, je perds vraiment presque tout à part mon capital. C'est pour ça que dans le compte épargne-études régulier, je reprends mon capital, je reprends mes intérêts et je peux les réinvestir ailleurs. Donc, ça, c'est important. Les subventions retournent au gouvernement qui serviront à d'autres enfants. Et il faut faire attention aussi du nombre d'années quand on ouvre un régime épargne-études. Parce que quelquefois, le régime épargne-études ne dure que 25 ans. 25 ans, si notre enfant décide, c'est plus un vadrouilleur, si je pourrais, il décide de dire, moi, je fais Katimavik, je fais Jeunesse Canada Monde, puis je dois revenir aux études par la suite, des fois, le 25 ans, il est juste. Donc, si vous êtes capable de prendre un régime épargne-études qui va durer 35 ans, c'est le maximum. Comme ça, ça permet à l'enfant... Ça donne plus de jeu. Oui, de latitude, puis il peut faire des détours qui sont très enrichissants aussi, mais qui retardent l'entrée quelquefois à l'université ou même au collégial. Donc, faire attention à ça, là, d'avoir cette latitude-là. Et de quelle façon l'argent est remis aux jeunes? Exemple, moi, mon père a un régime, a participé au régime. Est-ce que l'argent s'en va directement dans le compte du jeune? Dépendamment du genre de régime qu'on prend, habituellement, si on ouvre nous-mêmes le régime épargne-études dans une banque, dans une caisse, c'est nous qui décidons comme personne. Ça peut être un grand-parent, comme j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, ou carrément comme parent, votre père, comme vous dites, supposons, il choisit de vous le donner soit en bourse, en montant régulier, ou à chaque, ça peut être un lot de montant. Supposons que vous avez droit à 2000 $ pour débuter. Vous avez votre nombre de cours et d'heures qu'il faut pour recevoir un premier paiement. Dépendamment comment vous-même vous gérez comme étudiant vos finances, votre parent peut dire tout simplement, je vais vous le donner par mois. Je te le donne par mois parce que je pense que tu as besoin d'un petit peu plus de gérer tes choses. Ou je vois que tu gères bien tes choses puis tu as besoin d'un plus gros montant pour débuter. Je te donne une bourse, donc je te donne un gros montant. C'est la latitude qu'il y a quand on ouvre nous-mêmes. Si on prend dans un fonds, comme certaines compagnies offrent, c'est plus difficile parce que c'est eux qui font le calcul et c'est eux qui décident du montant de la bourse avec beaucoup de critères. Donc, c'est moins intéressant pour cet aspect-là. Moi, j'aime bien la possibilité, quand on met des sous, qu'on puisse gérer nous-mêmes la façon qu'on le remet à notre enfant. Ça s'appelle des paiements d'aide aux études et c'est comme ça. Et c'est l'étudiant qui va avoir à l'inscrire dans ses impôts. Mais quand on est étudiant, on n'a pas un gros salaire. Pas du tout. Même si on travaille habituellement, on est assez pauvre, on débute et tout. Il faut faire attention à ça. Cependant, quelquefois, au fil des études, il y a des stages, études payants et tout, donc il faudra gérer ça. Mais ça, c'est quelqu'un qui a fait de gros investissements. Donc, si on n'a pas un gros montant, ça posera même pas problème. L'enfant n'aura pas à payer d'impôts à cause de ça. Ça s'ajoute, mais c'est minime. D'accord. Vraiment.